Bonjour, bonjour à tous, vous allez bien ce matin? Bom dia Portugal du monde. Estão todos bem hoje? Bien, nous sommes donc le mardi 15 septembre 2020. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes en pleine forme pour attaquer cette journée. Moi, en tout cas, j'ai déjà beaucoup travaillé depuis ce matin euh, et j'ai déjà pris quelques notes pour vous faire rêver ce matin avec une nouvelle vidéo. Tudo bem? Aujourd'hui, on va se prolonger dans mon enfance, les années 1966, 1969, puisque c'est déjà une période où, dans dans la vallée des Mimosas, et par rapport à ce qui se passe dans ma famille et, euh, et l'ambiance et tout, c'est euh, c'est exceptionnel puisque cette période, elle est, elle est productrice de bonnes choses puisque mon père est là pour s'occuper des terres, pour les bêcher à la main, etc., pour s'occuper des vignes, pour s'occuper des arbres, les tailler, etc., etc. Ces années-là, l'été, les saisons été-hiver sont équilibrées, il n'y a pas de dégâts particuliers. Apparemment, mon père, il trouve un équilibre avec la ferme et puis son travail à l'extérieur. Un jour par-ci, un jour par-là, une semaine par-ci, une semaine par-là, etc., etc. Et donc, ces années-là, en fait, on ne manquait pas de nourriture, on ne manquait pas, on n'avait pas besoin d'aller à l'école le ventre vide ou le soir aller voler des choux pour pouvoir faire la soupe. Non, cette période-là n'était pas du tout ça. Et comme je vous ai déjà raconté sur des précédentes vidéos, on avait énormément d'animaux à l'époque, puisque moi-même j'allais paître les moutons dans les pâturages très verdoyants qu'il y avait autour de la vallée des Mimosas, autour de chez nous. Il n'y avait pas beaucoup de kilomètres à faire pour aller paître les moutons et c'était un peu notre amusement, notre récréation d'aller avec les moutons et de les garder, enfin les garder. On n'avait pas de chien de garde, évidemment, mais on n'en avait pas non plus une dizaine. On n'avait que 5, 6, ça dépendait les années. Euh, Évidemment, à quoi servaient ces moutons? Ces moutons servaient à produire de la laine, tout simplement, il y avait quelqu'un qui venait à la maison une fois par an pour, pour faire la taille de la laine, et ça a été vendu, évidemment. Et puis, il y avait certainement le lait aussi qui était récupéré pour vendre, je suppose. Mais là, je n'ai pas de souvenir exact. Bien. On avait donc des moutons, on avait deux cochons. On avait deux cochons. D'une manière générale, on tuait un cochon une fois par an. Le deuxième, on le vendait. Voilà. Et ça, le cochon, c'était notre garde-manger de l'année. Parce qu'on faisait bien sûr les jambons, tous les saucissons, les variétés de saucissons et de saucisses, aussi bien ceux qui vont dans le pot-au-feu portugais, aussi bien ceux qui vont dans l'omelette, aussi bien ceux pour manger avec du pain, comme ça, cru, sans les faire recuire, juste fumer. Il y a toute une variété de jambons et de saucissons et de saucisses. Et comme ma mère est de la région de l'Alentejo, de Perto de Belge, comme notre bien-aimée Linda de Souza, eh bien, elle avait appris toutes ces techniques pour faire les saucissons et les saucisses, aussi bien pour les faire cuire avec les spécialités de toutes les régions du Portugal, aussi bien pour, les manger comme ça, fumés,
sur un bout de pain avec des olives ou mettre des petits morceaux dans l'omelette du matin que parfois mon père emmenait comme casse-croûte dans la journée avec le petit pinard qui va bien. Et oui. Donc il y a ça. Et comment on avait des lapins, on avait des poules aussi. Et bien, comment tous ces animaux étaient nourris? Ils étaient nourris par tout ce qui procurait notre petite ferme, la terre en fait. Sans la terre, on n'avait rien, rien, puisque tout, tous les animaux se nourrissaient par rapport à ce qui naissait de la terre, et nous-mêmes, nous nourrissions aussi par rapport à ce qui venait de la terre. C'était deux choses qui ne pouvaient pas se... Et c'est bien pour cette raison qu'à partir du moment où mon père est parti et qu'il nous a laissés pendant 3 ans seuls, que les choses se sont dégradées parce qu'il n'y avait plus un adulte assez fort, assez capable de bêcher la terre pour qu'on puisse souvenir à nos besoins et aux besoins des animaux. Bien. Alors, les cochons, ils se nourrissaient par de la farine, un mélange de farine, un mélange de choux, un mélange de maïs, tout simplement. Et les glands, les glands de chêne, quand on en trouvait, on allait les ramasser par terre et ça leur faisait de la nourriture au plus. Voilà, vous voyez, tout venait de la terre. Les moutons, bon, c'était l'herbe, et l'hiver, ils avaient de la paille sèche, on allait ramasser une herbe très spéciale qu'on faisait sécher pour l'hiver, etc. Et les moutons aussi, ils avaient leur réserve pour l'hiver de cette herbe qui ressemble un petit peu au trèfle à 4 feuilles. Je ne sais plus le nom, il faudra que je fasse des recherches. Et bon, les poules, bah, c'était le maïs écrasé, aussi pareil, des choux, des salades, les lapins pareil, des petites choses comme ça. On n'allait pas acheter de la farine spéciale pour les poules, ni pour les lapins. Non, 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 tout venait de notre production basique, sauf qu'il y avait des petits mélanges avec la farine de maïs, etc. Et les animaux étaient nourris comme ça. Et ça nous permettait d'avoir de la viande pour l'année quand les saisons permettaient d'avoir des choux, le maïs, etc. Puisque le maïs servait aussi pour la farine, pour faire le pain, puisqu'on avait un four et ma maman faisait son pain, des boules de pain de maïs. Et le pain, quand elle faisait une tournée dans le four, elle faisait au moins, je sais pas, une dizaine de boules de pain. Hein. Et on avait un coffre en bois très grand où le pain était rangé et se gardait comme ça pendant quelques semaines et on mangeait le pain de maïs. Voilà. Même quand il y avait des fruits, même pour les pommes par exemple, ça nous arrivait d'avoir des pommes parfois. Et on avait dans le salon un grenier ouvert et on mettait les pommes là-haut sur le sol et elles restaient là-haut et elles se gardaient tout l'hiver. Il y avait des traditions ou des techniques pour garder les aliments, exactement la même chose quand on tuait le cochon, toute la partie grasse, le lard et des choses comme ça, et on coupait des carrés, des bouts, et on le mettait dans un grand coffre en bois avec du gros sel, et c'était effectivement une façon de conserver le lard du cochon et une partie grasse et une partie maigre du cochon qui était enfouie dans le gros sel, dans cette grande dans ce grand coffre. Ou tout simplement, on peut l'appeler aussi un garde-manger, évidemment.
Bon, la saison du cochon, quand il y avait, donc quand le cochon il était prêt à assez gros, assez gras pour le tuer, évidemment, il y avait toute un rite presque religieux tous les ans qui s'installait dans la vallée des Mimosas et mon père faisait appel aux voisins, aux amis plus proches, à la personne habilitée pour tuer le cochon, pour, pour, pour faire un travail soigné et surtout s'occuper de toutes les parties du cochon, puisque, comme vous savez, dans le cochon, tout est bon, rien se perd, rien n'est jeté du tout. Même les petits porte-bonheur de cochon, ils sont mangés par la personne qui tue le cochon, par mon père et les hommes qui ont participé à la mort du cochon. C'était un rythme très particulier. Nous, les enfants et ma mère, n'avions pas le droit de manger les parties intimes du cochon. C'était pour mon père et les hommes qui avaient vraiment participé à la mort du cochon. Tout le monde sait comment tuer un cochon au Portugal. Je ne vais pas vous faire de dessin. C'est horrible. C'était une grande fête joyeuse pour nous, puisqu'on allait manger du frais pendant 3 4 jours, parce qu'on récupère le sang, tout chaud, tout frais. Ma mère faisait un plat à base de riz avec du sang du cochon qu'on adorait. On faisait aussi cuire le sang dans l'eau chaude, et ça donnait des gros morceaux de gros pavés comme ça de sang, et qu'on mangeait aussi, hein. Voilà, c'était à ce moment-là la tradition, je ne sais pas si ça se fait toujours. Et le sang frais du cochon aussi, il servait pour mélanger dans la mixture pour faire les saucisses, parce qu'on mettait la farine. Pour certaines spécialités de saucisses, on mettait du sang avec des oignons, etc. Pour d'autres spécialités de saucisson, surtout pour le pot-au-feu portugais, etc. Et donc il y avait une dizaine de spécialités il y avait des parties grasses, des parties maigres, des saucisses, etc. Et donc, une fois qu'on allait laver les tripes à la rivière, moi j'y allais avec ma maman, avec une grosse bassine et tout ça, on passait toute la matinée ou toute l'après-midi à laver les tripes correctement, même l'estomac du cochon, on le vidait, on le nettoyait très très proprement pour pouvoir après mettre de la viande hachée dedans avec des herbes, etc. Et puis quand toutes ces spécialités étaient préparées, on prenait 3 tringles à bois bien grosses et on suspendait les saucisses et les saucissons et tout ce qui va même avec parfois les jambons, avant qu'ils aient dans la cave suspendus aux poutres, et on laissait tout l'hiver, toute une partie je ne sais pas combien de temps, peut-être 3 mois, 4 mois, en haut de la cheminée, suspendu au plafond de la cheminée, avec les tringles en bois, et puisque à ce moment-là, on faisait tout au bois, tout aux pines de pin, et je crois que même pendant cette période de fumoir, parce que c'était une façon de fumer la viande et les saucisses, tout ça, donc on utilisait le bois de la vigne. Quand on va tailler la vigne, à une certaine période de l'année, on garde ces morceaux de vigne pour justement pour le mettre dans le feu à un moment où on place les saucisses et le saucisson au plafond de la cheminée. Voilà, il y avait toutes des techniques, et voyez, rien n'était perdu, tout était utile, même les petites branches quand on a taillé la vigne, s'utiliser. C'est exactement pareil pour les animaux, parce qu'il fallait les étables des animaux à la maison, ils vivaient avec nous, dessous nos chambres, dessous nos salles à manger. Les cochons, ils étaient en dessous d'une chambre
parce que ça permettait aussi de ramener de la chaleur l'hiver. Et ils vivaient, les cochons, comme ça. On utilisait de la paille sèche, des choses qu'on récupérait dans les bois, avec des grosses feuilles là, vertes, qu'on coupait avec une faucille. Et tout ça, on le faisait sécher. Et ça permettait, parce que c'était aussi notre travail à partir de 6 ans, c'était aussi mon travail à moi d'aller nettoyer toute cette partie qui était dans la crasse. Le cochon parfois marchait dans ses excréments et tout ça. Et tout ça, c'était un travail très long. Il fallait nettoyer avec une pelle, tout nettoyer et remettre des feuilles mortes, des machins, de la paille pour que le porc se retrouve au propre. Tout ça, c'était un travail qu'on faisait à partir de 6-7 ans déjà. Il fallait faire toute cette partie-là. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, le cochon, une fois mort, bien sûr, on le nettoyait, on lui faisait brûler les poils. Vous savez, vous connaissez là tous la technique. Hein. Vous passez de la paille enflammée tout autour du cochon. On prenait tout simplement des morceaux de verre de vieilles bouteilles qu'on cassait, et après on raclait la peau. Ils étaient plusieurs hommes à faire ce travail, racler la peau pour enlever tous les poils qui venaient juste d'être cramés. Hein. Ça va très vite, hein, parce qu'il faut le faire pendant que c'est chaud, la peau du cochon est chaud. Et donc, une fois que ce travail bien nettoyé, l'extérieur du cochon, à ce moment-là, on le suspendait très très vite à la cave sur une grosse poutre, et on l'ouvrait le cochon au milieu, on écartait tout et on commençait à enlever les abats et tous les abats en premier, parce que c'est la partie qui est fragile, puisqu'on n'a pas de congélateur à ce moment-là, on n'a pas de frigo, et toute cette partie va être partagée entre les gens qui sont là, qui nous aident, du village, des amis, etc. Et l'autre partie va être tout de suite être frite dans des grosses casseroles, dans des grosses poêles. Après, on va garder toute cette partie du foie, de l'estomac, du cœur, dans la graisse un peu, quelques semaines, et on va pouvoir manger tous ces abats de cochon sur plusieurs jours. Voilà. Il y avait toujours le partage qui est très important. Le partage. Parce que les gens, ils venaient, mais on savait partager. C'était un moment de fête. Et donc, ils ne partaient pas les mains vides. Ils venaient nous aider toute une journée pour que les choses soient proprement faites, dans les bonnes conditions. Et on savait tous que cette fête du cochon, mais pas forcément pour le cochon, bien sûr, était très importante pour qu'on puisse survivre toute l'année avec les réserves de viande. Puisqu'on n'avait pas les moyens d'acheter de la viande chez le boucher, ni acheter du poisson au marché, quoi que ce soit. On se nourrissait que de la ferme. Ces années-là, j'ai pas de souvenir où mon père s'est ramené avec des sardines et des choses comme ça. Non, c'est beaucoup plus tard, quand on a eu de l'argent de mon père du mandat, quand il est travaillé à l'étranger, que ma mère s'est permis d'aller acheter du poisson, de la morue et des sardines au marché le dimanche. Et on allait chercher du lait aussi dans une ferme, elle ne faisait plus le pain, comme je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo. On allait aussi acheter le pain à Villafacaille, des boules de pain, mais c'était pas des boules faites de farine de maïs. Non, là c'était du pain fait avec de farine de blé. Voilà. C'est très important de le préciser.
Euh, il y a quelque chose que mon père aimait bien chez le cochon, c'est les pieds. Ça, les pieds, c'était pour lui aussi, hein. Alors, les parties intimes du cochon et les pieds et les oreilles, c'était le plaisir de mon père. Et ça a toujours été ça, puisque encore en France, quand on est arrivé dans les premières années, on avait encore le droit de tuer le cochon via les fermes d'ici, euh, mais ça n'a pas duré longtemps, puisque après ça a été interdit et on ne pouvait plus le faire. Euh, Par rapport au travail de ma mère, ces jours de fête, ma mère, elle avait un rôle important avec moi, avec mes frères, etc. On avait un travail constant. Il fallait très très vite faire les saucissons, etc., le plus vite possible, puisque, comme je vous ai déjà dit, on n'avait pas de frigo, on n'avait rien pour sauvegarder la viande fraîche, comme ça, qui vient juste d'arriver là, à l'instant présent, et il fallait que tout soit fait très très vite, très très vite. Donc c'était un travail de 2 jours, 3 jours, où il fallait faire toutes les spécialités, etc. Donc ma mère, elle avait ce rôle très important de faire toutes ces spécialités très très vite pour que ça soit fumé très très vite, très très vite, très très vite. Et c'était une partie de l'année qu'on attendait tous comme on attend Noël. Voilà, c'est Noël, c'est Noël avant l'heure. Voilà. Euh, dans la cave, cette fameuse cave de notre maison, dans la vallée des Mimosas, les caves dans le temps, bien sûr, elles étaient assez hautes, avec des grosses poutres, elles étaient au frais, puisque notre cave, elle se trouvait en contrebas de notre maison, qui était accolée à notre maison, puisqu'il y avait deux sortes de façons d'aller dans notre cave. Il y avait une trappe dans le salon, comme je vous ai déjà expliqué, qui allait directement à notre cave, et on pouvait y aller par l'extérieur, bien sûr, par un petit chemin à l'extérieur de la maison au mur. La maison était en pente et sur une hauteur, et vers l'extérieur, de l'autre côté, effectivement, il y avait une porte qui emmenait dans cette fameuse cave. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette fameuse cave? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y avait cette grosse, ce coffre pour conserver la viande, hein, pendant toute l'année. Il y avait des grosses barils de 100 litres pour le vin, des toutes petites, etc. Il y avait tout le matériel pour faire le vin. Là, une fois l'année, on faisait du vin. Donc, il y avait cette partie de matériel parce qu'on faisait le vin nous-mêmes. Et il y avait la partie avec la petite refroncement, espèce de petite piscine faite sur 1 mètre d'auteur en béton qui était faite pour écraser les grappes de raisin quand une fois la vendange faite. Et moi, je me rappelle que je participais aussi une fois par an à écraser les grappes de raisin dans cette petite piscine carrée en béton. Et on se lavait les pieds très proprement et les jambes, et on allait écraser les grappes de raisin. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire, puisqu'on on voyait faire mon père, comment il faisait pour le vin, etc. C'était une partie très 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 importante aussi de l'année, les vendanges et la fabrication du vin. Comme je vous disais, dans cette cave, il y avait aussi suspendu au poisson, suspendu au plafond. Donc il y avait le cochon qui était là quand il y avait la fête du cochon. Mais après, il y avait les jambons. Une fois qu'ils étaient fumés, on les mettait suspendus aux grosses poutres. Et il y avait aussi des grosses tresses d'oignons, d'ail, des herbes, etc. On suspendait tout ça aussi dans la cave, puisque la cave, d'une manière générale, c'est à l'abri de la lumière, et tout ce qui est à l'abri de la lumière se conserve, comme vous le savez.
Voilà, c'était vraiment cette partie-là qui était que je fallait que je vous fasse découvrir par rapport à nos traditions qui ne sont pas perdues. Mais aujourd'hui, bien sûr, il y a des techniques qui sont plus rapides et on n'est plus dans un contexte d'une maison sans électricité, sans congélateur, sans frigo, etc., etc. Là, c'était vraiment approprié au temps présent des années 60-70 parce que la maison euh, elle était pas encore électricité, tout ça. Donc, toutes les techniques, ces bases, elles étaient faites dans un contexte aussi par rapport à l'habitation, etc. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je crois que je vous ai déjà dit pas mal de choses. J'avais pris des notes. Euh, Ça, je dis, d'accord, très bien. Voilà, je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Ça sera développé de toute façon beaucoup plus tard. Euh, J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Qu'il y a des personnes qui ont découvert ou auraient redécouvert les techniques dans le temps. Et cette fête, c'est parce que c'était un moment de fête, évidemment. C'était très chaleureux. C'était toujours avec des gens qu'on aimait, du village, des amis, etc. Et malgré qu'il y avait beaucoup de travail, c'était quelques jours passionnants, puisqu'on mangeait plus que raison d'ailleurs. On mangeait plus que raison. On se gaufrait parce qu'il y avait des produits qu'il fallait manger sur très peu de temps. Par exemple, les pavés de sang qui étaient bouillantés dans l'eau, c'est quelque chose qui ne se gardait pas, il fallait le manger tout de suite. Voilà, et le riz avec le sang, la soupe, le plat de riz fait au sang frais, c'est que le sang c'est pareil, ça se garde, on ne pouvait pas le garder non plus. Donc vous voyez que c'était des choses qu'il fallait faire très vite pour faire les saucissons aussi, à cause du sang qui était là, tout frais, et qu'il fallait absolument aller très 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 vite, très 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 vite. Voilà. Voilà, c'était une période passionnante parce que la vie était facile. Parce que quand on a tout à notre portée, évidemment, la vie est plus facile. Et plus, en plus, quand vous demeurez dans un endroit magnifique et extraordinaire qui s'appelle la vallée des Mimosas, et que vous avez un environnement avec la rivière et tous les bienfaits des saisons, de la pêche, des champignons, les cueillettes des cerises, euh, des, les cueillettes des marrons, les cueillettes des champignons. Enfin, chaque saison a apporté son lot de bonheur, de simplicité, de joie, de, on était éblouis par tant de choses qui nous offre la nature, les orangers, les clémentines, tout ça, tous ces arbres, toute cette floraison, toutes ces bonnes choses qu'on pouvait voir avec nos yeux d'enfant, c'était extraordinaire, extraordinaire. C'est pour ça que parfois il y a beaucoup de bonheur, même si on n'a pas un centime en poche. C'est ça que c'est extraordinaire. Voilà. C'est ça que je voulais vous faire partager ce matin. J'espère que mon petite histoire vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Grande abraço para os portugueses do mundo. Até a próxima, se Deus quiser. Et portez-vous bien. Soyez forts, soyez forts, soyez forts.